pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. L'école n'est pas là pour enseigner une religion. L'école est là pour enseigner un cursus. Et l'argent public ne peut pas être utilisé pour enseigner une religion. Des écoles qui étaient catholiques. Et, Madame la Présidente, selon nous, il n'y en a pas de problème dans ces écoles-là. La seule solution, c'est une immigration contrôlée, bien gérée. On a un système d'immigration qui, bien des fois dans le passé, a été ajusté. M. Legault, lui, il doit assumer ses responsabilités en rapport d'immigration temporaire. J'attends son plan. Pas une grosse baisse. Ouais. À rien sur la répartition des mandats d'asile à travers le Canada. Voici Patrick Lagacé. 6h05, vendredi le 25 octobre 2024. Merci d'être là. Avant le tour d'horizon de l'actualité, météo, c'est froid ce matin. Mettez une petite laine, 3 degrés, maximum de 10 aujourd'hui. Du soleil ce matin, alternant soleil-nuage en après-midi. Samedi, 10 degrés, soleil avec passage nuageux. Et dimanche, journée qui s'annonce triste et grise, de la pluie, du froid, 7 degrés maximum. Il va faire 2 degrés dimanche matin au réveil. Je commence avec du lourd, je suis désolé, mais c'est dur de ne pas parler de cette nouvelle dans la presse. Scandale sexuel à Cité-des-Prairies. Cité-des-Prairies, c'est un centre de réadaptation chapeauté par la DPJ et ce sont des jeunes criminalisés qui sont là. Parfois, ce sont des jeunes qui ont des problèmes de criminalité lourde aussi. Donc, c'est un scandale sexuel qui implique des éducatrices, pas des éducateurs, des éducatrices. Donc, ce que rapportent Katia Gagnon et Caroline Touzin de la presse, c'est qu'au cours des 2 dernières années, au moins 9 éducatrices en poste dans ce centre de réadaptation Cité-des-Prairies ont eu des échanges sexuels avec au moins 5 résidents mineurs. Et là, je vais rentrer un peu dans les détails. Attachez vos tucs. D'abord, réaction officielle là, du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a une enquête administrative présentement. Il y a eu des allégations de relations inconvenantes. Mais quand on rentre dans le détail, et les jeunes qui sont là sont souvent, je vous l'ai dit, là, criminalisés, parfois de la criminalité lourde. Ils ont commis, là, pour la plupart, des délits majeurs. Possession d'armes à feu, meurtre, vente de drogue, proxénétisme. Et dans l'enquête, c'est la loi du silence. Très difficile d'avoir des détails. 30 personnes qui ont été rencontrées. Et là, on parle de pour certaines intervenantes, de relations sexuelles complètes. Il y a une des éducatrices qui serait tombée enceinte, qui aurait accouché d'un enfant dont le père et un des mineurs. Il y a une autre éducatrice qui est soupçonnée, elle aussi, de porter l'enfant d'un jeune hébergé. Le garçon, avait 15 ans au moment des échanges sexuels. Donc, et ce jeune-là aurait eu une autre relation avec une autre éducatrice. Il y a une troisième éducatrice qui a été surprise par un membre du personnel alors qu'elle embrassait un jeune, une quatrième éducatrice qui a été surprise dans la salle de bain, plongée dans le noir avec un adolescent hébergé. Donc, ça a commencé à filtrer hier. La presse a publié une version préliminaire de l'article hier en ligne. D'autres médias qui ont plongé dans le sujet, mais Lionel Carman, le ministre responsable des services sociaux, a qualifié ces révélations de plus que troublantes. Il dit avoir pris des mesures immédiates. Et il y a d'autres allégations aussi préoccupantes, toujours à ce centre des Prairies, là, qui visent des agents d'intervention. Écoutez, à l'intérieur des murs, semble-t-il, là, c'était tellement le free-for-all. Les jeunes se vantaient de pouvoir faire entrer n'importe quoi dans le centre et de pouvoir avoir n'importe quoi. Je cite un bout du papier. Des adolescents criminels se vantent d'ailleurs de pouvoir tout acheter à Cité-des-Prairies. Du sexe, des cellulaires, de la drogue. C'est à lire dans la presse. On va essayer de faire un suivi là-dessus en entrevue aujourd'hui. Dossier des écoles. On a beaucoup parlé de l'école Bedford depuis 2 semaines. C'est il y a 2 semaines exactement aujourd'hui que sortait le rapport de Bernard Drainville commandé pour enquêter ce qui se passait. Ce qui se passait, c'est que depuis des années, on le sait, 11 enseignants qui avaient fait la pluie et le beau temps dans cette école-là, des méthodes rétrogrades d'enseignement, tout ça imbibé là, de religieux. Aujourd'hui, dans la presse, il y a un dossier qui est vraiment explosif, intéressant, sur le financement d'écoles privées religieuses.
Et quand on parle d'écoles privées religieuses, contrairement à ce qu'on entendait du premier ministre tantôt, là, on ne parle pas du collège Brébeuf, par exemple, ou du collège Notre-Dame, qui ont été fondés par des ordres religieux et où l'enseignement religieux est toujours dans l'air. On parle d'écoles privées religieuses où il y a un cursus religieux. C'est administré par des communautés religieuses. Il y a un dessein religieux. C'est financé. Il y a de ces écoles qui sont financées par les deniers publics, comme d'autres écoles privées. Et ce que nous apprend Francis Veil, le chroniqueur de la presse, qui plonge ces jours-ci dans toute la mécanique de financement, là, en général, des écoles privées au Québec, c'est que il y a des tours de passe-passe fiscaux, des passes sur la palette d'Ottawa notamment, là, qui font en sorte que les écoles privées religieuses reçoivent plus d'argent par élève que les écoles privées qui sont laïques. Et on lit ça, c'est troublant au 21e siècle, en 2024, quand on sait qu'il devrait y avoir une séparation entre l'État et la religion et les religions. Donc, allez lire ça, c'est vraiment très intéressant, c'est explosif. Et il y a évidemment une contradiction avec la position du gouvernement de François Legault, qui est le gouvernement, disons, le plus pro-laïcité qu'on a eu au Québec. Pensez à la loi 21, par exemple. Et il y a un éditorial de Stéphanie Gramont là, qui résume tout. Je vais la citer, ça vaut la peine pour illustrer les contradictions, parce que hier, les caquistes ont fait bloc, défendent le financement des écoles privées religieuses. Donc, Stéphanie Gramont qui écrit, d'un côté, la CAQ affirme haut et fort qu'elle veut tenir la religion à l'écart des écoles publiques, et c'est très bien ainsi. Mais de l'autre, la CAQ ne veut pas mettre fin au financement des écoles confessionnelles privées, dont l'enseignement religieux est au cœur même de la mission. Le gouvernement Legault, qui s'est fait l'apôtre de la laïcité depuis son accession au pouvoir, se retrouve aujourd'hui dans un étonnant contre-emploi, forcé de se défendre contre les partis de l'opposition qui le somment d'en faire davantage. Il n'y a pas beaucoup de justification à ce que, de nos jours, des écoles privées religieuses reçoivent de l'argent. Et dans certaines écoles, ça aussi, vous pouvez lire ça dans la presse, dans certaines écoles, le cursus laïque, ce qu'on doit enseigner aux petits Québécois, qu'ils soient juifs hassidiques ou qu'ils soient de souche, pas du tout élevés dans la religion, il n'est pas tout à fait respecté. Il y a des écoles, il y a une école juive, une école privée juive financée par vos taxes, par mes taxes, où, disons que ce qui devrait être enseigné en matière de contenu sur toutes sortes de choses, bien, ça ne l'est pas. C'est à tel point que cette école-là de Montréal a failli perdre sa permission d'enseigner, s'est fait retirer un statut de bienfaisance fiscale par Ottawa. Donc, il y a des questions à se poser et on dirait que le gouvernement de M. Legault, là-dessus, ne veut pas se poser ces questions-là. Et il y a une contradiction. Le gouvernement le plus pro-laïcité de l'histoire au Québec, qui ne veut pas faire le ménage dans le financement privé des écoles religieuses, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Je vous ai déjà dit, on va revenir sur l'école Bedford, là. Je vous ai déjà dit que ce qui s'est passé à Bedford, oui, c'est une entorse au principe de séparation entre l'État et la religion. Il y a des enseignants là-bas qui avaient des liens avec un centre communautaire musulman, avec une mosquée du quartier. Il y a eu une influence de la religion, mais pas que. Et Québec se demande présentement, là, est-ce qu'il faut renforcer l'arsenal pro-laïcité? Je ne sais pas. Ce que je vois là-dedans, c'est ce que j'ai vu dans d'autres dossiers. C'est-à-dire, c'est extrêmement difficile de sanctionner et de congédier ultimement un prof. Et là, je sais que les syndicats roulent des yeux en m'entendant dire ça. Ils vont dire, l'employeur a toutes les prérogatives pour mettre toutes les ressources pour talonner et sanctionner et documenter des contraventions aux devoirs des enseignants à la convention collective. Oui, je sais. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que dans la réalité des choses, c'est extrêmement complexe de talonner un prof. Et il y a un directeur d'école qui m'a écrit. Et je vais lire des extraits de son courriel parce que ça explique comment c'est difficile. Et il n'est pas le premier à me raconter ça. Là, le monsieur m'écrit, les directions, évidemment, je ne vais pas le nommer parce qu'ils vont le sacrer dehors, les directions d'école en ont ras-le-bol. Nous sommes encore sur la sellette pour des décisions qui sont prises par le centre de services scolaires.
J'ai eu un prof à la rentrée scolaire, un prof qui avait un lourd passé. Quand j'ai questionné les ressources humaines, on m'a dit « Ne t'en fais pas, il était en maladie ». La veille de la rentrée, on m'a laissé savoir qu'il serait de retour. Et j'ai dû remercier une enseignante qualifiée qui s'était offerte pour un remplacement. Le chemin de croix a débuté dès le premier jour. Toujours le directeur qui parle. Les RH me demandaient de le rencontrer en le questionnant sur ça, d'éviter ses mots, de sournoisement lui demander des précisions, de prendre des infos sur ses agissements, sa planification, ses communications avec les parents. À chacune des plaintes d'un parent, je devais questionner discrètement les élèves pour appuyer les inquiétudes parentales. À chaque fois, rapporter le tout aux ressources humaines, qui me retournaient faire mes devoirs, préciser, re-questionner, trouver des témoins, interpréter des comportements, sachant très bien que la prestation de travail de cet enseignant était en deçà, très loin, des attentes de l'école québécoise. Ça, ce que je vous décris là, c'est la difficulté qu'un directeur a eu à talonner un prof. Je reviens à Bedford, imaginez quand il y en a 11. Et là, le directeur m'écrit le passage qui est capital. Pendant tout ce temps-là, j'ai eu à mettre de côté la dimension pédagogique de mon travail, délaisser le soutien et l'accompagnement du personnel scolaire et négliger le soutien aux familles dans le besoin. La réalité des choses, c'est ça. C'est extrêmement compliqué. Quand les syndicats vous disent « l'employeur a toutes les prérogatives pour sanctionner un employé, un prof, ultimement le mettre dehors », en théorie, c'est vrai. Dans la pratique des choses, c'est extrêmement compliqué. Finalement, on l'a dit cette semaine, l'abattage des cerfs dans le parc Michel-Chartrand à Longueuil, ça a commencé. Jusqu'ici, là, il y a 64 bêtes qui ont été abattues cette semaine. On va poursuivre les abattages jusqu'au 15 février, semble-t-il, et la viande va être récupérée. Je veux parler d'aide à mourir. On le sait, là, il y a cette nouvelle frontière à la fin du mois qui va être établie au Québec, qui va être repoussée, en fait. C'est-à-dire que si vous avez une maladie comme l'Alzheimer, vous allez pouvoir faire des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. C'est plus compliqué que dans le cas où, par exemple, vous avez un cancer, parce que vous êtes lucide au moment où vous signez la demande, mais vous ne le serez pas au moment où on va vous l'administrer. Et là, je l'ai souligné au fil des semaines à ce micro, il y a des médecins qui ne sont pas à l'aise. Pas avec le principe, avec la mécanique. D'abord, il y a le cadre législatif. Ottawa n'a pas voulu amender le code criminel. Les provinces sont responsables de l'administration de la justice et Québec a décidé d'aller de l'avant en donnant une directive à ses procureurs de la Couronne. Vous ne poursuivez pas dans ces cas-là. Et je vous l'avais dit, il y a des médecins qui sont réticents. Aujourd'hui, sur le site de Radio-Canada, vous pourrez voir ça, là, c'est une enquête de Daniel Boily et David Gentile. Il y a des médecins qui parlent et qui sont réticents, qui disent leur réticence. Par exemple, il y a le docteur Alain Naud. Et Alain Naud, c'est un précurseur en matière d'aide médicale à mourir. C'est pas quelqu'un qui avait des réticences face à ce geste-là, alors que d'autres médecins, il y a une dizaine d'années, quand le combat politique, juridique s'est engagé, il ne faisait pas partie des médecins qui étaient contre l'aide médicale à mourir. Mais lui, ce qu'il dit, c'est, Dr Naud, le gros morceau qui manque, et il est majeur, c'est la protection juridique des intervenants. Donc, de tous les médecins, infirmières praticiennes, spécialisés et pharmaciens qui vont s'impliquer dans l'aide médicale à mourir handicapés. On nous dit qu'il y aura une directive au DPCP, les procureurs de la Couronne, mais une directive, c'est pas rassurant. Une directive, ça peut changer rapidement, n'importe quand. Il y a d'autres médecins qui témoignent comme ça, et là, je vous parle même pas de toutes les subtilités bureaucratiques qu'il va falloir respecter. Donc, pour ça, je vous le dis, fin du mois, on est au 31 octobre, je pense qu'on va pouvoir commencer à faire ces demandes-là. Il y a beaucoup de Québécois qui vont vouloir se protéger contre l'indignité d'une mort par certaines maladies comme l'Alzheimer, mais on risque de manquer de bras. On risque de manquer de médecins et d'infirmières qui vont vouloir pratiquer l'aide médicale à mourir. 2 histoires d'impôts dont je veux vous parler maintenant. D'abord, chronique dans le Toronto Star. C'est sorti hier, mais ça a commencé à se promener sur les réseaux sociaux pendant la journée et en soirée hier. Si vous faites du Airbnb, vous avez un condo, une maison, et vous servez de la plateforme Airbnb pour aller chercher des revenus.
faites attention. Vous le savez, là, vous devez avoir un permis, notamment au Québec, pour opérer ça. Il y a des règles à respecter et je sais que les règles sont faciles à contourner. Mais là, il y a le fisc, il y a l'Agence canadienne du revenu qui veille au grain. C'est-à-dire que, vous le savez, si vous avez une maison, un condo, et que vous vendez, tout ça est libre d'impôt si c'est votre résidence principale. Cependant, Ottawa se met le nez là-dedans et si vous avez déjà loué à court terme, si vous avez utilisé du Airbnb, ben vous pourriez vous faire pincer et devoir payer à la vente une taxe de 13 %. Donc, parlez à vos comptables, parlez à vos fiscalistes. Il y a beaucoup de gens qui font un peu d'aveuglement volontaire quand ils louent de leur propriété avec Airbnb, mais il y a des cas là-dedans. Il y a eu une décision de la Cour fédérale de l'impôt qui a sanctionné des gens. Les gens pensaient que le profit de la vente leur revenait net dans les poches. Le fisc est arrivé et a dit 13 %. Donc, faites le calcul. Si vous faites un profit de 100 000 ben c'est 13 000 qu'il faut donner et après ça, évidemment, c'est équivalent. Toujours sur le fisc, il y a Vincent Goudzo. Vincent Goudzo qui est à la tête de la chaîne de cinéma qui porte son nom. Il y a des problèmes à payer ses factures, M. Goudzo. Il y a des problèmes à documenter, à payer ses factures à ses créanciers, la banque, il y a aussi les loyers de ses cinémas qui ne sont pas payés, etc. Il y a toujours des bonnes raisons. Vous pourrez lire ça aujourd'hui dans la presse sous la plume de Hugo Jonca. Et là, il y a un autre problème, M. Goudzo, semble-t-il. C'est que Revenu Québec lui réclame plus de 2,6 millions de dollars. Pourquoi? Parce que l'entreprise aurait conservé dans ses coffres l'argent déduit de la paye des employés pour payer les impôts. Quand vous recevez votre paye, les impôts ont été déduits. C'est l'employeur qui a déduit ça. Mais lui, il ne met pas ça dans ses poches. Il va le garder, mais c'est supposé de partir vers Québec et vers Ottawa. Bien, il semble que Goudzo aurait conservé cet argent-là pour faire rouler son entreprise. On le sait, il y a des problèmes de liquidité. Donc, il y a le gouvernement du Québec là, qui a pris une hypothèque légale sur un terrain qui est possédé par Goudzo au coin de l'autoroute 13 et du boulevard Saint-Martin. Il a toutes sortes de bonnes raisons, encore une fois, mais ce que deux spécialistes qui sont cités dans la presse là, disent, c'est que il y en a un, Pierre-Louis Réginald, professeur de fiscalité à l'UQAM. Il y a deux choses avec lesquelles tu niaises pas. Les taxes prélevées sur tes ventes et les retenues à la source. Tu es mandataire de l'État quand tu es un employeur. Cet argent-là ne t'appartient pas. Et il y a André Larreau de l'Université Laval qui, lui, dit « Quand on est rendu là à prendre l'argent des déductions à la source, ben c'est parce que ça va pas très bien. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'avoir du financement. » Et là, je veux pas me moquer de M. Goudzo, OK? Il peut y avoir des problèmes financiers pour n'importe quel individu, n'importe quel entrepreneur. Ça peut arriver à tout le monde. On peut avoir des problèmes aussi, des litiges avec l'impôt. Ça peut arriver aux individus, ça peut arriver aux entreprises. Cependant, M. Goudzo, c'est un dragon en anglais. Il y a une version des dragons à CBC. Et il est là et il fait la leçon à des jeunes entrepreneurs, ou il le faisait, là, je ne sais pas s'il le fait encore. Quand tu n'es pas capable de payer tes billes, tu devrais peut-être pas aller à TV pour dire au monde comment faire des affaires. Il y a à Québec, dans un autre registre, là, c'est une nouvelle de Radio-Canada, il y a un gel de recrutement dans la fonction publique. Et là, les syndicats, je vous le dis, sont pas contents. Plusieurs syndicats qui sont cités dans le reportage qui disent que c'est bien écœurant. Juste souligner une affaire. Le nombre de fonctionnaires à Québec a explosé. Et si vous êtes dans le même monde que moi, vous avez remarqué que la qualité des services ne s'est absolument pas améliorée. Il y a des exceptions sur ce gel d'embauche, là. Par contre, là, les établissements de santé, centres de services scolaires, certaines sociétés d'État comme la Société des alcools du Québec et Hydro-Québec. Et là, je vous dis, les syndicats dans le reportage, vraiment pas contents. C'est l'apocalypse pour eux. Juste souligner une affaire. S'il y a un gel d'embauche, il y a aussi moins de cotisations syndicale. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Bénédicte est avec nous parce que c'est
C'est un sujet vraiment troublant dont on va parler ce matin. La couronne demande 25 ans de prison pour le violeur de Tinder. C'est un prédateur sexuel du nom de Samuel Modry. Et il y a 9 survivantes dans cette affaire-là. Là. Et hier, elles ont témoigné, ces 9 survivantes. Elles veulent qu'il aille à l'ombre très longtemps. Et quand on regarde les faits que tu vas nous exposer, Bénédicte, on espère que ce gars-là va rester en prison extrêmement longtemps. C'est assez rare qu'on entend ça, une peine de 25 ans de prison. C'est ce qui est demandé pour Samuel Modry par le procureur Maître Jérôme Laflamme. C'est ce qui a été demandé hier au Palais de justice de Montréal. Et on veut aussi que l'homme de 29 ans soit déclaré délinquant contrôlé du côté de la couronne. Hier, tu l'as dit, il y a 9 femmes qui ont témoigné sur les conséquences des agressions. Je te dirais 9 femmes courageuses qui ont raconté avec beaucoup d'émotion comment leur vie a complètement changé, comment leur vie a été bouleversée par ce qui leur a fait vivre, comment elles vivent dans la honte depuis, dans la colère, comment elles ont été brisées par Samuel Modry. Et là, je reprends leurs mots. De tous les sujets que je couvre depuis 4 ans dans cette chronique-là, je te dirais que c'est un des dossiers qui m'a le plus ébranlé de par les faits. Je vous avertis, l'histoire, elle est horrible et on ne va pas entrer dans tous les détails parce que ça se dit même pas. Et dis un mot aux auditeurs, justement, pourquoi c'est une des histoires qui t'a le plus troublé. T'es habitué à baigner, Bénédicte, dans des sujets qui sont vraiment difficiles. Pourquoi est-ce que celui-là se distingue? Parce que ce sont des femmes qui vont sur des sites de rencontres en toute bonne foi et finalement, il y a quelqu'un qui profite de la situation et ne réalisent pas tout de suite tout ce qui s'est passé. Ce sont des policiers qui vont leur apprendre. Vous allez comprendre quand je vais détailler un peu. Mais des femmes, certaines étaient vulnérables, des mères monoparentales. Ça s'est passé des fois avec des enfants. Donc, il y a vraiment un élément et c'est vraiment quelqu'un qui était très, très perturbé pour en arriver jusque-là avec toutes ces femmes-là. Alors, celui qui est surnommé, tu l'as dit, le violeur de Tinder, il a avoué avoir fait 13 victimes. Des femmes qu'il drogue, viole et filme à leur insu. Il y a plusieurs de ces femmes-là qui sont agressées chez elles, dans leur propre maison. Certaines, je le disais, alors que leurs enfants sont dans la résidence. Et pendant plusieurs mois, donc, c'est quelque chose qui s'est répété dans le temps. Il utilise pratiquement toujours la même façon de faire, à quelques exceptions près. Il aborde la plupart des femmes sur un site de rencontre, comme Tinder, par exemple, comme Badoo, comme Jalf. Il décide alors de se rencontrer et souvent, c'est lui qui amène à boire ou à manger. C'est pas nécessairement toujours à la première rencontre. Souvent, la première rencontre se passe bien, il y en a une deuxième. Lui amène à boire ou à manger et c'est là qu'il drogue ses victimes avec des benzodiazépines, des médicaments qui ralentissent l'activité cérébrale. Et là, les femmes se sentent très mal, ont des vertiges. Je me rappelle d'une des femmes à qui j'ai parlé il y a quelques mois qui disait... Je me suis levée, j'essayais de m'accrocher. Je devais carrément m'accoter sur le mur. J'étais incapable de me tenir debout. Elle tombe en blackout à ce moment-là. Et lui en profite pendant qu'elles sont inconscientes pour changer leurs vêtements, faire des mises en scène épouvantables et leur faire subir plusieurs sévices sexuels. Et il filme le tout. Et il y a une femme qui a dit quelque chose d'assez éloquent hier. Elle dit « Je suis allée souper avec un garçon gentil et je me suis réveillée dans un cauchemar. » Et cauchemar, le mot est faible. J'étais là dans la salle de cours quand il a plaidé coupable. 24 chefs, il a répété le mot coupable à 24 reprises. Et les faits de chaque dossier ont été détaillés. Et c'était l'horreur. Et il y a une des femmes qui a accepté de se confier à moi, de me raconter comment ça s'est passé pour elle à partir du moment où elle a été droguée. J'avais un très, très, très gros mal de tête. Je me souviens que j'avais la difficulté à parler. C'était pas coordonné, qu'est-ce que je disais, ça n'avait pas de sens vraiment. Puis là, là, j'avais un blanc. Là, c'est comme il y a une partie, je me souviens plus. Là, après ça, je me souviens d'être à l'hôpital. Bon, que l'infirmière me pose des questions, mais que là, je suis pas trop sûre de qu'est-ce qui m'arrive. Et c'est le côté le plus troublant, là, Bénédicte, c'est que sur le coup, cette femme-là ne savait pas que ce qu'elle avait vécu, c'était des agressions. Comme les autres femmes ne savaient pas qu'elle avait été agressée ou filmée parce qu'elles étaient inconscientes, se réveillent en se disant qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, mais c'est pas clair. Et ce sont les policiers qui leur ont appris en trouvant des photos et des vidéos dans le cellulaire de Samuel Modry après qu'une des victimes ait porté plainte. Et ce qui est difficile pour ces femmes-là, et on peut l'imaginer, ça a été nommé à de nombreuses reprises hier dans presque tous les témoignages, c'est de ne pas savoir ce que l'homme leur a fait. Ça laisse un vide dans leur tête, ça laisse place à trop de scénarios. Tu sais comment la nature humaine est faite. Quand il y a un vide, on essaie de le remplir avec différentes idées et ça, c'est très, très difficile pour elles.
ça obsède vraiment parce que c'est des trous de ne pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Si on revient à ces nuits-là, qu'est-ce qui s'est retrouvé sur les vidéos? Qu'est-ce qu'il a fait avec mon corps qu'il a utilisé sans que moi, j'en ai aucun souvenir? C'est une marionnette. Il m'a utilisé comme un pantin. J'étais inerte. J'essaye de comprendre le plaisir qu'il a pu avoir. Comment je pourrais dire? C'est inimaginable, là. C'est frustrant. Il a volé un bout de notre vie sans que l'on s'en rende compte, puis dans des situations dégradantes. Et des agressions comme ça, c'est certain que ça laisse des traces. Ça teinte la vie de ces femmes-là depuis. Hier, elles ont expliqué à quel point elles vivent de l'anxiété, du stress, de l'hypervigilance, à quel point c'est difficile de faire confiance à des hommes, mais à n'importe quelle autre personne, et même à des proches maintenant, à quel point c'est difficile aussi de retourner en relation. Tout ce qui est confiance en les autres personnes, j'ai tout le temps l'impression d'être en enquête, tout le temps l'impression d'analyser. Tout l'aspect, justement, la honte de savoir que quelqu'un a joué avec mon corps sans scrupule comme ça. La honte face aux gens autour de moi de dire, mon Dieu, comment ça peut faire pour y faire confiance? Tu sais, la peur, justement, que quelqu'un d'autre m'administre quelque chose. Samuel Modry a plaidé coupable. Est-ce que c'est excusé aux victimes? Oui, hier, il a dit quelques mots. Je te dirais que ça a été quand même assez bref. Il a essayé aussi de se justifier. Un petit peu, il a raconté que sa vie a été chamboulée par la mort de son fils de 5 ans dans un accident de voiture qui se serait passé avant les faits. Il dit « J'ai mal réagi, je me suis isolée, j'ai commencé à consommer du speed, j'ai besoin d'aide. » Mais disons que ces mots et cette justification-là n'ont pas du tout convaincu les victimes et certaines l'ont même très mal pris, ont eu besoin de sortir de la salle. C'est des vies brisées parce que nous, on s'attendait pas. On était des femmes assumées. Tu sais, les femmes que j'ai vues aujourd'hui, c'est des femmes qui étaient fortes, des femmes qui étaient assumées avant tout ça. Mais on perd tous nos repères. Donc, à quelque part, on est détruite, là. Pour plusieurs des femmes hier, c'est une étape importante de prendre la parole devant le juge, de prendre la parole devant lui, Samuel Modry, de mettre des mots sur ce qu'elles vivent, mais aussi d'essayer de regarder en avant parce que là, ça se passe. Il y en a une qui a dit « Moi, j'ai pas commis de crime, mais j'ai une sentence à vie. » C'est quelque chose qui va les suivre pour tout le reste de leur vie, là. Je dois travailler fort à tous les jours pour me reconstruire, dans le fond, pour retrouver la femme que je suis, la femme confiante que j'étais avant, retrouver la confiance aux gens, retrouver confiance en la vie. Parce que là, tout ce que tu connaissais avant est ébranlé. C'était quand même beau à voir d'une certaine façon parce que plusieurs des victimes de Samuel Modry étaient dans la salle hier. C'était très émotif. Et elles entendaient les lettres d'autres victimes. Et elles ont toutes quelque chose qu'elles partagent maintenant, quelque chose en commun. Et quand il y en avait une qui lisait un témoignage, par exemple, on voyait dans les visages et dans l'écoute des autres qu'elles comprenaient et qu'elles se reconnaissaient dans ce que les autres vivaient. Donc ça aussi, c'était assez touchant. Et je te laisse entendre une autre femme à qui j'ai parlé à sa sortie de la salle de cours qui a résumé un peu aussi comment elle se sentait. Ça a été très dur à écouter puis très dur à concevoir. On a tous vécu, on est tous reliés. Malgré tout, on est tous reliés dans cette marde-là, à pas savoir qu'est-ce qu'il nous a fait. Puis je le vois là, avec toutes les autres aussi. Là. C'est qu'est-ce qui est le plus dur. Il faut qu'ils nous entendent puis il faut qu'ils voient qu'on est quand même là encore. Là, puis qu'on veut qu'ils pourrissent en dedans, sérieusement. Puis qu'ils fassent plus de mal à aucune femme. Là, les procureurs de la Couronne, Bénédicte, demandent une peine de 25 ans. C'est assez rare des peines aussi élevées. Là. Dans ce genre de dossier-là, mais disons que ce genre de dossier-là est assez rare aussi à ce point-là. Faut quand même prendre en considération le nombre de victimes. Hein? Il y en a 13. Le fait aussi que c'est un récidiviste parce que c'est pas la première fois que Samuel Modry commet ce genre de crime-là. En 2019, il a été condamné à 2 ans de prison pour des gestes semblables. Le fait qu'il a drogué ses victimes aussi. Et justement, on peut pas faire écho à ce qui se passe avec le procès de Dominique Pélicaud aussi. Ça nous ramène beaucoup là-dedans, la notion de soumission chimique, comme ils appellent là-bas. Là. C'est vrai qu'en France, là, cette pauvre Madame Pélicaud qui a été violée par une 50aine d'hommes,
il y a des faits qui rappellent ce que tu viens de nous raconter. La soumission chimique, la drogue qu'on utilise. Ouais. Et l'autre affaire, c'est tout le côté filmé, les photos, etc. Là, Modry faisait exactement ça. Et le côté que les femmes ne savent pas. Et ça peut prendre un bon moment et l'apprennent de la police. Et je veux prendre quand même juste une minute pour dire aussi comment c'était rassurant de voir hier comment ça s'est passé dans la salle de cours, comment ces femmes-là qui vivaient une journée difficile étaient accompagnées tout au long de la lecture de leur lettre. Il y a le procureur, Maître Jérôme Laflamme, qui se tenait tout juste à côté d'elle en soutien. C'était pas évident pour plusieurs qui étaient en larmes, qui devaient prendre une pause. Le juge leur a dit de bien prendre le temps. Et quand elles avaient terminé, à chacune, il y avait un enquêteur, souvent des enquêteurs différents. Donc, il y a eu un gros déploiement du côté de la SPVM, du SPVM, qui accompagnait la victime pour la faire sortir de la salle. Il y en a qui revenaient ensuite pour entendre les témoignages, mais c'était vraiment très, très chargé en émotions. Et ces femmes-là ont décidé de se tenir debout et de lui dire et de dire au juge à quel point ça a été difficile pour eux puis à quel point elles souhaitent qu'il y ait des conséquences à ce qu'elles ont vécu. Et là, la défense va proposer sa propre sentence. Ça va être aujourd'hui les représentations sur la peine qui se poursuivent. Et assurément, Patrick, qu'on va s'en reparler, je vais faire un suivi pour savoir aussi, rendu à la sentence, est-ce que ça va aller jusqu'à 25 ans? Si c'est pas jusqu'à 25 ans, quelle sentence va-t-il avoir? Parce que c'est au moins 13 femmes qui ont vu leur quotidien, leur vie bouleversée dans cette histoire-là. C'est une histoire terrible racontée avec beaucoup de doigté, Bénédicte. Merci beaucoup. Merci. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. C'est un reportage qui frappe à la une de la presse aujourd'hui. Au moins 9 éducatrices en poste au centre de réadaptation Cité des Prairies ont eu des échanges sexuels avec des adolescents dans les 2 dernières années. C'est un centre jeunesse qui héberge des jeunes qui ont commis des crimes graves comme des délits de possession d'armes à feu, des meurtres, vente de drogue et proxénétisme. Katia Gagnon signe ce reportage décoiffant avec sa collègue Caroline Touzin. Elle est au bout du fil. Salut Katia. Salut, Pat. Katia, écoute, d'abord, là, quand il y a des inconduites sexuelles dans des centres jeunesse, c'est souvent le fait d'éducateurs. C'est souvent le fait d'hommes. Dans ce cas-ci, ce qui frappe, c'est le cas de femmes. Oui, c'est un centre donc qui est réservé aux garçons, où il y a des unités, comme tu l'as dit, fermées, notamment, qui hébergent des jeunes contrevenants. C'est-à-dire, c'est pas des jeunes, il y a 2 types de clientèle à la Cité des Prairies, les jeunes en protection, qui sont des jeunes donc en protection de la jeunesse, qu'on a retirés de leur famille, etc. Et il y a les jeunes contrevenants, donc, qui sont coupables d'un crime, mais qui sont mineurs, donc on n'envoie pas en prison, on les envoie plutôt dans ce type de centre de réadaptation-là. OK, c'est un centre de réadaptation, mais c'est comme une prison pour adolescents, là, si on veut faire simple. Résumer brutalement les choses, c'est un peu ça. 5 jeunes, 9 éducatrices. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est avéré? Bien, donc, on parle d'une situation qui a cours depuis 2 ans, où il y aurait donc effectivement au moins 9 éducatrices. Patrick, le « au moins » est important parce que le CIUS du Centre-Sud est encore ouvert à la possibilité qu'il y ait d'autres problématiques qu'on ne lui ait pas soulignées et au moins 5 jeunes auraient été impliqués donc dans des... On rassemble ça sous le grand vocable d'inconduite sexuelle parce que les gestes sont assez variés, disons, dans la gravité. Là, on parle d'attouchement, mais également de relations sexuelles complètes, puisqu'il y a au moins une éducatrice qui est tombée enceinte à la suite de ces relations-là et qui a eu un enfant, donc, avec un jeune qui était hébergé sous sa gouverne. Et raconte-nous le cas d'un autre jeune qui, lui, a 15 ans. Et lui aussi a eu un lien avec une éducatrice et elle aussi sera enceinte. Oui, donc ça, c'est le cas, Patrick, qui a fait démarrer toute cette histoire-là, qui a contribué à la mise au jour de toute cette histoire-là, parce qu'il y a eu... C'est un jeune de 15 ans, donc, qui est hébergé à Cité des Prairies, pour lequel il y a un signalement, donc, qui entre à la DPJ du CIUS du Centre-Sud, là, pour dire, écoutez, ce jeune-là a des relations inappropriées avec son éducatrice. Or, l'équipe qui s'occupe des abus sexuels sur l'île de Montréal est mandatée pour
enquêter sur cette problématique-là. C'est là que l'éducatrice qui est chargée de l'évaluation tombe sur cette espèce de, de nid de guêpe incroyable où elle réalise que, OK, il n'y a pas juste une situation, il y a plusieurs situations impliquant plusieurs éducatrices. C'est là que, donc, elle rédige un rapport qui mène à la suspension de 2 gestionnaires. Et c'est là que la directrice de la protection de la jeunesse, Assunta Gaillot, se dit, il faut demander une enquête indépendante, une enquête externe qui va faire la lumière sur tous ces faits-là. Mais il y a ce jeune garçon là, qui a 15 ans qui est soupçonné d'être le père d'une... Le père de l'enfant d'une éducatrice, mais lui a confié aussi dans l'enquête avoir eu une liaison avec une autre éducatrice. Oui, cette éducatrice-là, donc, les autorités soupçonnent qu'elle est enceinte, elle ne confirme pas cela. Elle dit, non... dans le fond, sa logique, c'est ça se peut pas que je sois enceinte parce que les gestes posés, disons, n'ont pas été des relations sexuelles complètes. Donc, elle admet en quelque part qu'il y a eu des gestes sexuels d'une autre nature. Le jeune admet ça aussi et durant cette entrevue, donc, il se vante d'avoir eu des relations sexuelles avec d'autres éducatrices. Et d'ailleurs, c'est ça qui est troublant, Patrick, dans ce rapport-là, c'est que dans ces faits-là, dans cette enquête-là, c'est que le jeune, les jeunes se vantent à Cité des Prairies de pouvoir tout acheter, du sexe, de la drogue, des cellulaires. As-tu déjà vu une histoire aussi folle en centre de réadaptation? Ça fait 20 quelques années que tu couvres ça, Katia. J'avoue, cette histoire-là dépasse vraiment l'entendement, là, que des éducateurs qui sont formés, là, par exemple, en travail social ou en éducation spécialisée, posent de tels gestes se fassent un peu voir par d'autres. C'est vraiment, là, c'est complètement le contraire, évidemment, de la mission d'un éducateur ou d'une éducatrice. C'est des jeunes qui sont, criminalisés, mais qui ont toutes sortes de problématiques sociales auxquelles il faut s'attaquer. Ils doivent être protégés aussi, ces jeunes-là. Là. Donc, il faut les traiter. Ils sont en centre de réadaptation pour se réadapter à la vie dans la société, pour mener une vie correcte. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va les aider, évidemment. Donc, moi, je suis vraiment... littéralement tombé en mode ma chaise. C'est à lire dans la presse avec ta collègue Caroline Touzin. Les cheveux vont monter sur la tête des gens. C'est absolument assuré. Merci beaucoup, Katia. Merci, Patrick. C'est l'heure de la chronique internationale de Jean-François Lépine qui est au bout du fil. Salut Jean-François. Bonjour Patrick. OK, on va parler d'abord de Gaza. Là, il y a des organismes d'aide humanitaire qui se demandent est-ce qu'on peut abandonner des populations dans des zones de guerre? Et la question se pose depuis hier parce que des services d'urgence palestiniens dans le nord de Gaza qui ne veulent plus apporter de l'aide à la population locale parce que c'est rendu trop dangereux les frappes d'Israël. Oui, le nord de Gaza où des combats continuent de façon intense entre ce qui reste du Hamas, en tout cas dans cette partie-là de la bande de Gaza, et les forces israéliennes. L'annonce des services d'urgence palestiniens a été faite après une série de frappes israéliennes visant des travailleurs humanitaires palestiniens au moment où ceux-ci se présentaient sur les lieux de bombardement pour chercher des survivants dans les décombres. Alors, il faut imaginer là, des frappes israéliennes qui visent consciemment des travailleurs humanitaires effectuant leur travail. C'est ce qu'on considère normalement comme un crime contre l'humanité. Et c'est ce que les Russes font en Ukraine bien souvent. Exactement. Alors, tu as vu peut-être, Patrick, cette image d'un enfant palestinien un peu plus tôt cette semaine à Gaza, visiblement blessé, qui demande de l'aide, des citoyens qui s'avancent vers lui pour l'aider, et un autre tir israélien qui détruit les lieux. Ça a été une illustration pour tellement d'observateurs du cynisme de la guerre qui se passe à Gaza. J'assistais hier, Patrick, à une conférence de la docteure Joanne Liu, que beaucoup de gens connaissent, une grande spécialiste de l'aide humanitaire d'urgence, ancienne présidente de Médecins sans frontières, qui nous avouait elle-même avoir dû décider de quitter certaines zones de guerre quand la sécurité même de ses équipes
à Médecins sans frontières. Les équipes médicales sur le terrain étaient en jeu. C'est une décision qui est très difficile à prendre de la part des organismes humanitaires, celle d'abandonner des populations à elles-mêmes face à l'arbitraire de la guerre, mais elle raconte qu'elle l'a fait, par exemple, en Afghanistan ou en Éthiopie. Et elle dit même que Médecins sans frontières est toujours à 2 pas de cette décision-là, à Gaza, où des employés de MSF, des employés locaux, ont été tués par des frappes israéliennes au cours des mois passés. Elle raconte les difficultés extrêmes que doivent affronter les équipes médicales de MSF chaque jour, par exemple, qui doivent faire des opérations, des amputations à froid sur des enfants victimes des bombes à fragmentation israélienne. Elle décrivait cette horreur-là que doivent performer les médecins dans des situations d'extrême urgence, des conditions inhumaines pour les équipes médicales, mais qui, à un moment donné, deviennent elles-mêmes menacées par des frappes israéliennes et qui doivent prendre une décision grave de se retirer de ces zones de guerre. Hier, les services d'urgence palestiniens ont pris cette décision de ne plus intervenir, en tout cas pour l'instant, dans la région du nord de Gaza où Israël ne respecte plus aucune règle humanitaire internationale. Les Nations unies et les autorités sanitaires du Hamas parlent de frappes qui visent directement des refuges de populations civiles. On en parle depuis longtemps. Qui visent des travailleurs humanitaires. On parle d'un blocus alimentaire et sanitaire qui provoque une famine sans précédent pour les quelques 400 000 civils palestiniens qui sont pris en étau là, dans le nord de la bande de Gaza où les combats se déroulent. Et ça continue même ailleurs. Hier, il y a 17 personnes qui sont mortes dans un hôpital de Nuseirat, dans le centre de Gaza, un hôpital qui devait servir de centre d'opération de vaccination contre la polio. Est-ce que vous entendez, est-ce qu'on entend nos gouvernements protester contre cette situation-là? C'est ça le drame, c'est l'indifférence, c'est ce dont parlait entre autres Joanne Liu hier. Il y a un espoir dans tout ça, là, il faut le dire, c'est qu'en fin de semaine à Doha, au Qatar, ça reprend, hein, le fameux scénario, là, les chefs de sécurité d'Israël, des États-Unis, l'Égypte, le Qatar vont participer à une reprise de négociations pour une éventuelle pause dans les combats à Gaza. On parle maintenant, par contre, d'un cessez-le-feu qui serait beaucoup plus court que ce qu'on prévoyait avant. On parle d'1 semaine et demie, 2 semaines, mais qui permettrait la libération de quelques otages, donc un signe de progrès et une ouverture surtout des fameuses livraisons humanitaires à la population de Gaza là, qui s'apprête, il faut le dire, Patrick, dans cette région-là du monde, on pense qu'il fait chaud, mais il fait très froid. C'est une saison des pluies. Ces gens-là se préparent à affronter leur 2e hiver depuis le conflit, le 7 octobre l'an dernier, dans des conditions inhumaines. Jean-François, tu fais bien de le souligner. Si c'était la Russie, l'Iran, la Syrie qui commettaient des exactions semblables sur des civils de façon aussi évidente, ben nos gouvernements dénonceraient. Et là, c'est toujours des mots très diplomatiques qui appellent Israël à, disons, se contenir. Oui, tout à fait. États-Unis maintenant, est-ce que Donald Trump est un fasciste? La question se pose de plus en plus. Il y a d'anciens collaborateurs qui le décrivent comme un fasciste. Et Kamala Harris à CNN l'a dit aussi mercredi soir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Jean-François, pour la démocratie américaine? Tout ce qui commence à sortir, qui confirme plutôt là, que Donald Trump a vraiment une histoire d'amour avec des personnages très autoritaires dans l'histoire. Oui, alors il y a de plus en plus de témoignages de ça. Il y a de plus en plus de questions à cause de ses propos. Hein. Hier, d'ailleurs, c'est une entrevue exclusive donnée par le chef de cabinet qui a passé la plus longue période de temps avec Donald Trump quand il était au pouvoir, lors de son premier mandat, un héros de guerre américain, le général John Kelly, mais il n'était pas le premier. Mark Milley, l'ex-chef d'état-major interarmé nommé par Trump, l'avait qualifié de fasciste aussi dans des entretiens avec le journaliste Bob Woodward. Cette fois, le général Kelly a accepté de parler au New York Times. On est proche du jour du vote. Je pense qu'il a voulu vraiment jeter une sorte de haut cri. Il a accepté de parler quand il a vu que M. Trump menaçait d'utiliser, entre autres, la garde nationale pour lutter contre ses opposants aux États-Unis. John Kelly, qui cite la définition d'un comportement fasciste, il est allé chercher la définition exacte dans l'entrevue qu'il a donnée au New York Times. Il déclare que Trump est dangereux pour l'Amérique, qu'il n'a aucune conscience
ni de la Constitution, ni des règles de droit aux États-Unis et qui ne cherche qu'à protéger ses propres intérêts dans les décisions qu'il prend au nom des Américains. Kelly raconte une scène, Patrick, que j'ai rarement entendu une histoire comme ça, où il a été traumatisé quand il a visité, avec le président Trump à l'époque, le cimetière d'Arlington à Washington, où devant la tombe de son propre fils à lui, le général Kelly, son fils qui était mort en Afghanistan, Trump a dit « C'était quoi son intérêt? » En d'autres termes, alors lui, le général Kelly pensait que c'était une blague, mais il s'est rendu compte qu'en fait, c'était une sorte de preuve d'insensibilité complète ou d'inconscience face au sacrifice des militaires américains à l'étranger. Et les propos de Kelly, tu le devines, ont donné des armes aux démocrates. Mais ce que je voudrais dire, c'est que par contre, il y a d'autres conseillers de Trump, 2 conseillers cités par le même journal, le New York Times cette semaine, Elbridge Colby et Robert O'Brien, qui étaient tous des conseillers importants à une époque au sein du cabinet de Trump, qui exposent un point de vue très différent sur lui, en particulier en politique étrangère, où l'administration Biden, on le sait, n'arrive pas à s'imposer dans le monde. On le voit en Israël, tu viens de l'évoquer. On n'arrive pas à dénoncer vertement ce qui se passe de ce côté-là. Ben, selon ces 2 témoignages-là, si Trump avait été au pouvoir, jamais Poutine n'aurait envahi l'Ukraine, jamais l'Iran n'aurait laissé le Hamas perpétrer le massacre du 7 octobre 2023 en Israël, jamais la Chine ne menacerait d'envahir militairement Taïwan. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le président Trump avait cette conscience de présenter à la face du monde la force de la position américaine, d'installer des lignes rouges à ne pas dépasser et qu'il se faisait respecter. Donc on voit fasciste d'un côté, génial en politique étrangère de l'autre, 2 points de vue qui illustrent quoi, en fait, à l'aube du vote aux États-Unis? L'ambiguïté des perceptions face à ce personnage qui ne laisse au fond personne indifférent. Et on va rester sur la politique américaine pour ton dernier sujet, Jean-François. Ouais, non, mais vas-y, c'est intéressant de s'y attarder parce que tu veux parler de ces milliardaires, notamment Elon Musk, là, qui utilisent leur fortune pour intervenir dans les enjeux politiques du pays de façon souvent controversée. Oui, c'est un phénomène. Est-ce que c'est nouveau? Je ne sais pas, mais il y a de plus en plus de gens riches sur la planète. L'exemple d'Elon Musk est intéressant parce qu'il a offert il y a quelques jours de verser $1 million par jour d'ici au 5 novembre par tirage au sort à un électeur inscrit dans un des 7 États pivots, les fameux États là, où l'élection va se décider, un électeur qui accepterait de signer une pétition qu'il fait circuler en faveur de la liberté de parole et de l'accès aux armes à feu. C'est une position des gens de droite aux États-Unis, des républicains en particulier. Aux États-Unis, c'est contre la loi de payer les électeurs pour leur vote, mais on peut les payer pour les influencer. Alors, l'espoir, c'est que si tu signes la pétition qui prône, entre autres, les idées d'un personnage comme Trump, tu auras tendance à voter pour lui par la suite. Eh bien, cette pratique-là, le département de la justice a averti M. Musk que l'offre pourrait contrevenir aux lois électorales américaines. En Moldavie, c'est un petit pays d'Europe de l'Est entre l'Ukraine et la Roumanie, un petit pays de 2,5 millions d'habitants. Là, c'est un oligarque moldave, Ilan Shor, qui est exilé à Moscou après avoir été condamné pour fraude dans son pays d'origine. Ilan Shor aurait versé des fortunes pour aider l'opposition russe en Moldavie, pro-russe, l'opposition pro-russe, où on votait en fin de semaine dernière sur la réélection de la présidente Mia Sandu, une politicienne pro-européenne, et où on votait aussi sur un référendum en faveur de l'adhésion à l'Union européenne. On parle là d'influence entre autres par ce personnage-là, de tentative d'influencer le vote. Ça n'a pas marché, mais le vote a été beaucoup plus serré qu'on pense pour l'adhésion à l'Union européenne jusqu'à maintenant. Enfin, dernier truc, c'est en Israël, c'est le fondateur de SodaStream, la machine à faire des bulles, Daniel Birnbaum, qui lui, c'est un ami de Netanyahou, qui a offert $100 000 en argent comptant ou en bitcoin à tout Palestinien de Gaza qui ramènerait en Israël un otage vivant. On lui donne aussi un sauve-conduit s'il fait ça. C'est un encouragement donc à contrer le Hamas. C'est une offre qu'avait faite le premier ministre Netanyahou lui-même. Encore une fois, l'argent et les gouvernants, l'argent et la politique, c'est une histoire qui ne finira pas. Bien dit. Merci beaucoup, Jean-François. Je te souhaite une très bonne fin de semaine. On va se retrouver dès lundi. Bonne fin de semaine.
Voici Patrick Lagacé. Une baleine à bec, une espèce plutôt rare au Québec, s'est échouée hier sur les rives de l'île d'Orléans, près de Québec. On va tenter de comprendre ce qu'elle faisait dans ce secteur du fleuve. C'est pas son habitat naturel. Robert Michaud est directeur scientifique au GREM, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Monsieur Michaud, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. Donc, d'abord, c'est quoi la baleine à bec? La baleine à bec, c'est une grosse baleine qui appartient à une famille relativement peu connue. Les baleines à bec, il y en a une douzaine d'espèces parmi les quelques 80 espèces de baleines qui existent dans le monde. Puis là, j'inclus tous les dauphins, les marsouins, même les grandes baleines bleues. C'est un petit monde, mais c'est assez. Il y en a plusieurs espèces qui sont des baleines à bec. Et elles sont peu connues parce que c'est des animaux pélagiques, c'est-à-dire qu'ils vivent au large. Puis c'est aussi des très grands plongeurs. Les baleines à bec peuvent plonger jusqu'à 2-3 000 mètres de profondeur. Ils peuvent rester en apnée, en plongée, pendant 1h30, peut-être même jusqu'à 2 heures de temps. Ça fait que nous, les humains qui ne sommes pas dans notre habitat, dans les océans, on les rencontre pas souvent, alors on les connaît relativement peu. Et cet individu qui s'est échoué sur l'île d'Orléans appartient probablement ou possiblement à une petite population qui vit au large de la Nouvelle-Écosse, sur le plateau néo-écossais, en fait sur le plateau continental là, qui s'étend au large de la Nouvelle-Écosse, juste avant qu'on plonge dans les fosses abyssales. Là. Alors, il se tient dans les petits canyons au large de la Nouvelle-Écosse. Comment est-ce qu'on explique que cet animal-là se soit perdu dans le fleuve Saint-Laurent? C'est entre autres pour ça qu'on s'intéresse autant à la carcasse. Oui. La récupération de cette carcasse-là n'est pas si simple que ça, mais on n'a pas la réponse exacte. On a des hypothèses. Vous savez, régulièrement, mais pas fréquemment, il y a des animaux qui remontent le fleuve Saint-Laurent. Vos auditeurs se rappelleront sûrement du rorqual à bosse du printemps 2020. Pendant la pandémie, on a eu des petits rorquals aussi. Il y a déjà eu un beluga. Et nos deux principales hypothèses, c'est que c'est soit des animaux jeunes, inexpérimentés, qui s'aventurent en dehors de leur habitat, qui explorent. Et cette exploration-là peut devenir fatale parce que ces baleines-là sont pas acclimatées ou adaptées à vivre dans l'eau douce. Et cette eau douce pourrait les affecter. Par ailleurs, fait intéressant, on a eu une observation de baleine à bec commune le 17 octobre, c'est-à-dire juste une semaine avant l'échouage, sur le traversier Lévis à Québec. Alors, c'est très possible que ça soit le même animal, donc que notre baleine à bec ait séjourné un peu en eau douce avant de se retrouver sur l'île d'Orléans. Ça, c'est une de nos hypothèses. Mais l'autre, qui est peut-être celle que moi je privilégie, c'est que c'est des animaux qui sont déjà impactés, qui ont une condition de santé détériorée et qui font une série d'erreurs de navigation qui les entraînent à un endroit où ils ne devraient pas être et ils viennent terminer leur jour dans ces endroits-là. Voilà, on ne sait pas, mais dans le contexte où la baleine à bec commune est une population, celle du plateau néo-écossais, en voie de disparition, nos collègues de Pêche Océan Canada nous demandent de faire des pieds et des mains pour tenter de récupérer la carcasse, qui s'est avéré un peu plus compliqué parce que c'est quand même un animal qui mesure 6,5 mètres. Oui, j'ai vu l'image. J'ai vu l'image, M. Michaud. Ça doit pas être facile à transporter, là. Non, c'est ça. Nous, on est habitués de transporter les plus petites carcasses comme les belugas qu'on amène à la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Quand c'est des très gros animaux, souvent, on va faire les nécropsies sur place, mais ça fait beaucoup de gâchis. Dans ce cas-ci, où on a une baleine de taille intermédiaire, ce qu'on privilégie, c'est essayer de trouver un lieu pour faire la nécropsie. Alors, on a trouvé la façon de le transporter. La baleine a été chargée dans un camion de 10 roues. Puis là, on cherche où l'amener. Puis nos collègues de la faculté de médecine vétérinaire sont en attente. Dès qu'on trouve le site pour faire des nécropsies, probablement un site d'enfouissement, nos collègues de Saint-Hyacinthe vont venir avec nous. On ouvre la bête et on essaye d'apprendre ce qu'elle voudra bien nous révéler. Écoutez, on espère que ce sera riche en enseignements. Merci d'avoir été avec nous, M. Michaud. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Chronique du vivant avec Pierre Gingras. Ah, que la chasse est un sport attachant. Rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon de marcher des heures à travers champs. Toute la classe est là. Toute la classe est là parce que c'est l'enseignement du professeur Gingras du vendredi. Salut Pierre. Quel plaisir, hein? Bonjour, professeur. Tout le monde est sage. Oui. Tu veux nous parler de la chasse? Je vais vous parler de la chasse. Oui, ça existe, la chasse. Mais avant,
Je veux répondre déjà à une question de la semaine passée pour montrer que j'ai une certaine suite dans les idées. C'est Fred qui s'interrogeait d'ailleurs sur la différence entre l'échalote et l'échalote. Okay. Oui, et là, les gens ne le voient pas, mais tu as 2 échalotes différentes. Oui, c'est ça. L'échalote vert. et l'oignon vert. L'oignon vert, OK, c'est allongé. C'est un oignon qui n'est pas à maturité. OK? Et c'est des variétés d'oignons qui sont cultivées spécifiquement pour l'échalote. C'est toutes des lignées spéciales qui sont cultivées pour ça. L'échalote. La petite boule. L'échalote, c'est un oignon. Ça ressemble à une larme de géant. C'est un oignon qui est complètement différent de l'oignon vert, soit en passant, et qui est beaucoup plus, plus fin que les oignons ordinaires. Et je cuisine, moi, uniquement, c'est très rare, j'utilise l'oignon. J'utilise uniquement l'échalote. C'est plus fin, comme je le disais, sauf dans le cas on parlait de ça il y a 2 secondes, dans le cas de la salade grecque où l'oignon rouge s'impose. Mais voilà la différence. Il y a une grosse différence Donc, dans le goût. Quand on dit échalote, c'est pas le tube vert et blanc avec des cheveux. Exact. OK. J'aime bien la description. J'aime bien la description. Le tube, effectivement, c'est tube. Bravo. Tu peux avoir de la misère au 15 de service. Je suis un professionnel de la métaphore. On voit ça tout de suite. Mais ça, on parlait de chasse maintenant. Et est-ce qu'on peut donner ça aux chevreuils pour les attirer? J'en doute. On leur donne des pommes, par exemple. On leur donne des pommes, ils sont fous. Ils sont fous des pommes. Ils sont fous des pommes. La dernière fois qu'on t'a parlé vendredi dernier, Pierre Gingras, tu t'en allais à la chasse. Oui, je pensais que tu étais pour oublier ça. Est-ce que ça tu as tué? Ça n'a pas donné succès. Quoi? T'as échoué? J'ai tiré à côté. Oh non! Mais attends une minute, Pierre. Attends, on va mettre une chose au clair. Il me semble que tu t'en allais dans une sorte d'enclos où tu peux pas tuer. Non, pardon. Je m'excuse, j'ai jamais dit ça. Tu confonds avec Guy Lafleur, puis j'ai aucun... Oui, c'est vrai. OK. On vient dans le passé. Tu étais dans le bois. J'étais dans le bois. J'ai fait ça selon les normes, mais j'ai mal tiré. Qu'est-ce que tu veux? Comment t'as mal tiré après Je sais pas, je vais aller voir mon optométriste bientôt. Après des décennies d'entraînement comme ça, là. Oui, mais effectivement, c'est une tristesse infinie. Par contre, j'ai pas blessé l'animal. Ça, c'est important. Il n'y a pas de par contre. Là, tu viens nous parler de la chasse. Oui. Puis t'as échoué à tuer. Oui. Donc, quelle crédibilité t'as pour nous parler de chasse ce matin? Je vois pas très bien le rapport. Est-ce que vous parlez d'école depuis des années? Est-ce que vous êtes assis sur les bancs d'école quand vous en parlez? Professeur Gingras. Comment disait Brice de Nice? Oui. Cassé. On t'écoute, Pierre. Bref, tout ça pour vous dire que souvent, on connaît le cas de Longueuil. Il s'est tué, semble-t-il, une soixantaine de chevreuils. T'en as pas tué? Non. D'ailleurs, j'ai dit à des amis que j'avais manqué mon chevreuil pour m'inviter d'aller à Longueuil, mais c'était pas tout à fait à jour la même chose que la chasse que j'ai faite. Soit dit en passant, en dépit de tout ce qui s'était passé à Longueuil, on sait que c'est une saga qui dure depuis un certain nombre d'années. Sachez que la chasse est encore une activité qui est très populaire au Québec. Vraiment, c'est très populaire. Et on considère même qu'il y a à peu près près de 300 000 chasseurs actifs au Québec. C'est pas rien, là. C'est 300 000 personnes qui achètent un permis de chasse à chaque année. C'est un mode de vie dans certaines régions, dans certaines familles. Bien, si tu t'en vas, mettons, sur la Côte-Nord ou un peu partout dans les régions éloignées, effectivement, il y a un momentum dans l'année qui part à partir de la mi-septembre jusqu'à presque même jusqu'en novembre, et où les gens, souvent des hommes d'ailleurs, il faut bien le dire, c'est 30 de femmes parmi les chasseurs ou chasseurs. Ah, quand même. C'est 30 oui. Et donc, ces maisons-là se désertées de genre masculin qui sont dans le bois pour aller chasser. Mais on parle surtout d'orignal. Parce que l'orignal, contrairement au chevreuil, l'orignal, c'est en région éloignée, c'est dans des forêts qui sont extrêmement denses, et c'est presque une religion. Parce que c'est une religion qui se pratique, une religion, ça se pratique toujours en groupe, règle générale. Et dans le cas de l'orignal, on exige toujours 2 à 3 permis pour chasser un seul orignal. Pierre, tu t'adresses à beaucoup d'urbains ici autour de la table, et parmi les gens qui nous écoutent, c'est quoi la différence entre un chevreuil et un orignal? Niaises-tu, là? Là, écoute, là, je peux pas... Là, il exagère, parce que je peux pas apporter ça en studio. La fille du lac, là, on se calme. Du Saguenay, premièrement. Du Saguenay, Merci. on se calme. Monsieur Lagacé. Oui. Le chevreuil, c'est le plus petit, c'est ça? Le chevreuil, c'est beaucoup. L'orignal, c'est la le grosse plus gros. bête. C'est très fort. C'est ça. Oui. L'orignal vit en forêt plus dense, en forêt de conifères, plus dans le nord, règle générale. OK? Et ça a un immense panache. Oui. Okay? Oui. Et je le replace, là, je le vois dans ma tête. C'est bien, M. Lagacé. C'est quoi, Pierre, la différence entre un chat et un tigre?
Vous savez que vous... Non, vraiment, vous êtes dissipé un matin, ça tourne pas de bon. C'est vendredi, Oui. on s'excuse. Bon, attends une minute, parce qu'il voulait savoir le chevreuil, lui. Ça va, le chevreuil? On peut-tu continuer sur le chevreuil? Moi aussi, Non, le chevreuil, M. Lagacé, je vous prends un peu d'attention. On t'écoute. Le chevreuil étant beaucoup plus petit, un panache, mais seul, dans le cas des deux, seuls les mâles ont des panaches. OK. Quand je dis beaucoup plus petit, là, on parle du poids moyen d'un orignal, c'est 800-900 en livres, 800-900 livres. Un chevreuil, une centaine. OK. Ça va? Tu veux pas frapper un chevreuil, un orignal? Ni un chevreuil. Non, ni l'un ni l'autre. OK. Un orignal, d'ailleurs, souvent, si tu frappes bien eux, ça pardonne pas. Tu pourras pas en parler même longtemps. Cela dit, OK, donc on avait dit qu'il y a énormément de chasseurs et on estime même qu'il y en aurait 600 à 700 000 des adeptes de la chasse, mais qui ne prennent pas leur permis à chaque année. Je disais que la chasse la plus populaire, c'est l'orignal. On parle de 177 000 personnes qui vont dans le bois, puis ils sont probablement actuellement dans le bois parce que je parlais de l'orignal, ça commence vers le début mi-septembre, première, deuxième semaine de septembre, et ça se prolonge quand même jusqu'à fin d'octobre. Et ensuite, vous avez la chasse au chevreuil. Dans le cas de l'orignal, parce qu'on oublie souvent, quand on parlait de Longueuil, justement, que les chevreuils, il y en a beaucoup, puis à un moment donné, on a l'impression... Souvent, on a l'impression des fois qu'il y en a moins ailleurs. C'est tout à fait le contraire. Dans le cas de l'orignal et dans le cas du chevreuil, il y a 25, 30, 40 ans, il y en avait infiniment moins qu'aujourd'hui, en dépit du fait qu'on en tue énormément plus. Il y a plus que ça. Il y a 50 ans, on va parler du chevreuil, il y a 50 ans, jour pour jour, en fait, il y a 50 ans, on instaurait au Québec la loi du mâle dans le chevreuil. Pourquoi la loi du mâle? Parce que la population de chevreuil était vraiment rendue à un très bas niveau en raison des hivers qui étaient épouvantables et en raison, parce que plus il y a de la neige, plus c'est une contrainte majeure pour le chevreuil. Et la chasse durait, ça durait une éternité, ça durait des semaines et des semaines. En 1974, donc ça fait 50 ans, en 1974, il s'était abattu 1300 chevreuils seulement. L'année passée, il s'en est abattu 55 000. C'est abattu 55 000, puis c'est pas la meilleure année. On a déjà vu 60 000. C'est 55 000, plus on a oublié les lenticottis. Ils sont 8 000 à les lenticottis. C'est 55 000 chevreuils, et cette chasse-là se fait souvent de façon individuelle, contrairement à l'orignal. Mais malgré ça, le cheptel, il est en bonne santé. Il est plus qu'en bonne santé, il est même en croissance. Et le ministère, en fait, les biologistes, font des pieds et des mains pour essayer de limiter la population. Pour la raison suivante, c'est qu'on sait les dommages ou à l'agriculture ou à la propriété privée. Dans le cas des chevreuils, on a même instauré, ça fait plusieurs années, un système d'abattage de femelles, c'est-à-dire qu'on vous donne un permis spécial, tirage au sort, on vous donne un permis spécial qui vous donne le droit d'abattre une femelle, alors que la loi du mâle, dont je parlais quelques secondes, la loi du mâle est toujours en vigueur. Mais dans certaines régions, dans la région, justement, la grande région de Montréal, où il y a énormément de chevreuils, on distribue à tour de bras, je suis obligé de dire, des permis qui donnent le droit d'abattre des femelles. Et Pierre, pour les chasseurs qui, eux, arrivent à tuer, c'est quoi la différence entre la femelle puis le mâle? Ben, excusez. Non, un instant. Ça va bien ce matin, bonne idée. J'ai dit, c'était quoi la prémisse de ma question? Pour le chasseur qui, lui, réussit à tuer, contrairement à Pierre, est-ce que ça goûte aussi bon, mâle ou femelle? Bon, c'est une question. Okay. Non, mais la question est pertinente, mais difficilement vérifiable. Les chasseurs, les chasseurs d'expérience, ce dont je ne suis pas, enfin théoriquement pas, les chasseurs d'expérience vont vous dire qu'un jeune chevreuil, c'est peut-être meilleur qu'un vieux chevreuil, entre guillemets. Et qu'un mâle est souvent la viande est plus corsée. Oui. Évidemment, si vous tuez un mâle durant le temps du rut, l'animal mange peu. Catherine Opine Dubonnet a dit que c'est vrai. Bien, généralement, c'est ça aussi pour la c'est viande bon en pour général. Le veau, c'est ça exactement plus ce que c'est jeune, meilleur c'est. Le veau, c'est comme ça. Le veau, c'est la même famille. Veau de lait, etc. Veau vache, oui. Veau vache, c'est... Plus c'est jeune, meilleur c'est. Oui. Donc, effectivement. Non, mais je parle de viande. Ah, ben oui, c'est quoi la différence? Non, mais je l'ai constaté, par exemple. J'ai constaté à maintes reprises, si tu tues un jeune chevreuil d'un an, par rapport à un chevreuil qui est un mâle adulte, il y a une grosse différence. Juste la couleur de la viande est différente. Oui. C'est-à-dire, d'un jeune chevreuil, effectivement, la viande est vraiment. C'est pour ça qu'il y a un marché pour le veau de lait. C'est beaucoup moins. Exactement. Okay. Je voudrais revenir sur l'orignal, parce que je disais tout à l'heure qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'orignaux qu'aujourd'hui.
Il y a plus d'orgnaux aujourd'hui que jamais. L'année passée, il s'est tué 22 000 orgnaux au Québec. 22 000. Et j'ai essayé de transformer ça en viande. Parce qu'un orignal en viande brute, ça doit être... Pas ça doit, là. C'est 200-300 livres de viande par orignal. Wow. Ben, ça fait à peu près 6 à 7 millions de livres d'orignal et pas loin de 2 millions de viande de chevreuil. Mais c'est considérable. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand Québécois qui sont amateurs de viande qui n'ont pas goûté un jour ou l'autre du chevreuil ou de l'orignal dans leur vie. Et parmi ces millions de livres de viande, cette année, il n'y en a aucune qui est dans ton congélateur. Exactement. Je veux juste ajouter un mot. Je sais que tu ne veux pas, mais il faut dire que les chasseurs aujourd'hui, la population baisse, mais à chaque année, on inscrit 20 000 personnes, des jeunes, à chasser. C'est déjà extraordinaire. C'est une belle culture. Merci beaucoup, mon cher Pierre, pour la différence entre les oignons et les échalotes françaises aussi. Et pour les tigres et les chats. Aussi, pour les tigres et les chats, ce sera une autre chronique.